du conservatoire. J'ai quitté cet honorable établissement il y a 2 ans pour ne plus faire que des choses qui m'amusent en fait, c'est-à-dire je fais tout comme avant, moins l'administration. Voilà. Donc je m'en porte mieux, je peux vous dire, et je conseille aux collègues qui sont encore en activité de faire la même chose dès qu'ils peuvent. Donc la conférence de ce soir, vous avez vu ça. Ah, d'abord, je vous présente tous mes vœux. C'est le dernier jour, il reste quelques heures, donc j'en profite. Meilleure année pour vous tous, pour vos familles et toutes vos entreprises. Déjà, voilà, donc il nous reste à peu près un peu moins de 6 heures, mais bon, c'est bon. Et donc le sujet de ce soir, vous voyez, est quand même très large, hein, parce qu'on démarre au Big Bang, on va dire une quinzaine de milliards d'années avant, et on va même aller plus loin que ITER, c'est-à-dire on va aller largement jusqu'au 22e ou 23e siècle, donc ça fait quand même une palette très étendue. Et ce que vous voyez là résume bien en fait cette histoire de la fusion, parce que d'aucuns pourraient penser que c'est une explosion atomique justement d'une bombache, et en réalité, comme vous allez le voir, ça n'est jamais qu'un coucher de soleil sur le phare de Goury, que certains connaissent sans doute. Voilà. C'était la dernière ici, vous voyez, qui montre bien que c'est donc, mais c'est aussi une histoire de fusion, le soleil bien sûr, on va en reparler tout à l'heure. Bon, il n'y a pas de micro, je voudrais m'assurer que tout le monde m'entend bien, en particulier ceux qui sont dans le fond. Si ça posait un problème, vous me le dites, je peux encore monter d'un cran, et je pense que ça va. Donc, le plan. Alors bon, je suis désolé, je suis désolé à 2 titres. Le premier, c'est d'asséner comme ça, bon, quelques rappels, mais je suis désolé aussi pour ceux qui connaissent ça parfaitement. Ils vont retrouver des notions de base, mais je me suis dit, bon, je prends un niveau 0, je fais le minimum, mais je suis obligé quand même de planter un décor pour la compréhension de toute cette histoire. Alors il y aura évidemment les applications de la fusion dans la nature, c'est ce qu'on appelle la nucléosynthèse, c'est-à-dire comment est-ce qu'on imagine la fabrication de tous les éléments de la nature depuis le Big Bang jusqu'à aujourd'hui. Et puis après, il y aura les applications de la fusion par l'homme. Et on a là donc les trois chapitres. Alors vous le savez, la matière elle est organisée comme un jeu de construction. Justement, depuis cette hypothèse d'ailleurs du Big Bang, je vous dirai un mot là-dessus tout à l'heure sur la philosophie. C'est-à-dire qu'on démarre sur le début de notre connaissance en physique, là, avec les quarks. Hein, et puis après, ces quarks donnent des protons et des neutrons. Les électrons, on verra, ils sont déjà là. À partir de là, on fait des atomes, et puis on fait des molécules, tout comme, vous voyez, avec des cailloux, on fait des parpaings, avec des parpaings des murs, et des murs et maisons. L'analogie, elle va même jusqu'au point que, quand vous faites avec des cailloux, des parpaings, puis des murs, etc., eh bien, vous avez besoin d'une colle, évidemment, pour fabriquer tout ça, et vous le savez très bien, il y a aussi une colle entre toutes ces particules, ce qu'on appelle des interactions, pour arriver à ce jeu de construction. Alors il y a 3 acteurs principaux, vous les connaissez en fait, dans cette matière, et on reparlera d'eux évidemment tout à l'heure. Il y a le proton qui est chargé positivement, le neutron qui a une charge nulle. Donc ces deux-là constituent ce qu'on appelle le noyau de l'atome, et ce noyau est forcément positif. Et puis autour, eh bien, tout petit, 1800 fois, vous voyez, plus léger qu'un seul neutron ou proton, vous avez l'électron qui lui a une charge négative. Et cet électron, effectivement, il contribue à la neutralité de l'atome, et il faut autant d'électrons négatifs qu'il y a de protons positifs dans un atome. Donc le nombre de protons, puisqu'on va reparler de ça tout à l'heure, caractérise donc un élément. Le nombre de neutrons peut changer, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. En revanche, ces neutrons contribuent à la cohésion du noyau et à la masse de l'atome. Alors le jeu de construction, vous voyez, il est là, vous voulez faire du fer, vous prenez 26 protons, 30 neutrons, puis vous avez du fer. Du carbone, c'est 6 protons et 6 neutrons. Si vous avez un proton de plus, vous n'avez plus du carbone, vous avez de l'azote. Si vous avez 79 protons, vous avez de l'or. Et dans la nature, en fait, le plus abondant, c'est le premier, c'est logique. Et le plus lourd, en fait, c'est l'uranium, avec ses 92 protons. Mais on verra, je reviendrai sur la nature dans un instant. Alors l'atome, on le représente souvent comme ça, hein, noir c'est le noyau, puis vous avez les électrons qui tournent autour, et on représente, parce que vous verrez cette écriture-là tout à l'heure, donc j'étais bien obligé d'en parler.
voilà. Voilà, les noyaux de cette façon, on représente ici le nombre globalement de nucléons, c'est-à-dire protons plus neutrons, et ici on met le nombre de protons, ce qui, je vous le disais tout à l'heure, caractérise donc un élément. Alors voilà, la classification la plus récente. Alors mes anciens élèves qui sont là ne l'ont pas vue comme ça, puisqu'elle est vraiment effectivement de 2011, on va dire de fin 2010, puisqu'on a comblé il n'y a pas longtemps avec le 117. Il y avait un trou ici, et à la fin de l'année, là, on a effectivement identifié ce 117e. Donc on va jusqu'à 118, et vous voyez, il y a des noms, depuis peu de temps d'ailleurs, depuis le mois d'avril dernier, jusqu'au 112, qui est le Copernicium, ici, donc symbole Cn pour Copernic. Hein. Ce qui est assez curieux de constater d'ailleurs, c'est que ça faisait très longtemps, tous les noms qu'on donnait là étaient attachés au nucléaire, hein, c'était soit des noms de savants, soit des noms de lieux, on avait fait ces synthèses, ou de régions, hein, comme Asium, que vous avez là ici, ou Darmstadtium, pour Darmstadt, ici, et là, d'un seul coup, on reprend un savant plus général, comme Einstein ou Marie Curie. Donc, Copernicium, 112. Donc voilà la classification. Alors je vous parlais des cols tout à l'heure, c'est-à-dire des interactions. Vous savez sans doute qu'elles sont au nombre de 4. Les deux plus connues, les deux plus courantes, c'est l'interaction gravitationnelle, hein, qui est une interaction entre masses, on va en parler aussi. L'interaction électromagnétique, qu'on appelle l'interaction de Coulomb, alors que l'autre c'est l'interaction de Newton, qui est soit une attraction, soit une répulsion. Ce qui est curieux de constater, c'est que les formules qui sont attachées, vous le voyez ici, sont des formules qui sont quasiment identiques au signe près, hein, qu'on soit en énergie évidemment ou en force. Et lorsque en énergie vous êtes en 1 sur R, ça veut dire que vous avez des portées qui sont infinies. Et les deux sont effectivement 1 sur R, et les deux ont des portées infinies. Et puis à côté de ça, eh bien, alors je dirais avec ces deux-là, ben, on vit heureux. C'est-à-dire que on explique tous les phénomènes qui nous entourent. Si je lâche mon crayon et qu'il tombe, je sais pourquoi il tombe. Bon, l'interaction électromagnétique, c'est toutes les forces de frottement, c'est toute l'énergie chimique. Quand on se dit bonjour, qu'on serre la main, on fait de l'interaction de Coulomb. Hein. Donc, bon, voilà, on vit heureux jusqu'au jour où on tombe dans l'infiniment petit. On essaye d'expliquer comment un noyau ça peut avoir une cohésion, une solidité, et puis là, bah, non, là ça ne va plus, parce que, évidemment, dans le noyau, vous l'avez vu, j'ai des forces positives ou neutres, et je ne peux pas expliquer, évidemment, je vais avoir de la répulsion, au contraire, bon, puisque même charge. Et donc, il faut que je fasse intervenir une autre interaction, qui est l'interaction, vous voyez ici, nucléaire forte, qui lie en fait les protons et les neutrons entre eux dans le noyau, et qui a une portée très faible, c'est-à-dire de l'ordre de grandeur du proton ou du neutron. C'est un peu comme du velcro. Alors j'ai toujours des, je sais pas si j'ai toujours des protons dans mes poches. J'espère en trouver deux. Oui, voilà. Voilà 2 protons. Et donc vous voyez qu'est-ce qui se passe. En fait, quand vous rapprochez, alors c'est important pour la suite effectivement de la nucléosynthèse dont je vais vous parler. Quand vous prenez ces 2 protons à l'infini et que vous les rapprochez, il y a la répulsion évidemment puisqu'il y a la même charge. Mais si vous avez suffisamment d'énergie pour les faire se toucher, ne serait-ce que pendant une fraction de seconde, alors l'interaction nucléaire forte rentre en jeu, hein, un peu comme du velcro, et puis ça tient. Il ne faut pas croire que ce soit quelque chose de statique. Hein. En fait, à chaque instant, si vous voulez, bah, vous avez la répulsion qui tend à les écarter, et puis vous avez le velcro qui les tient. Bon. Il suffit de les éloigner un tout petit peu l'un de l'autre, hein, une fraction de milliardième de millimètre, et alors, évidemment, cette nucléaire forte, ce velcro, il s'effondre, il n'y a plus que la répulsion, et à ce moment-là, pouf, les deux, évidemment, repartent. Bon. Donc voilà comment ça marche. Alors ce qu'il faut, évidemment, c'est suffisamment d'énergie, et on va en reparler tout à l'heure, pour arriver à se faire se toucher, évidemment, ces particules qui avaient tendance à se repousser, et je remets dans ma poche, parce que c'est moi qui s'en aille. Et donc, il faut être dans des, on le verra, des températures, on pourra faire le calcul d'ailleurs, qui frisent le milliard de degrés. Dans certaines étoiles, on verra que ce n'est pas un problème. Quand l'homme veut faire des milliards de degrés, ça pose évidemment des problèmes. Puis il y a une 4e interaction dont je ne vous parlerai pas,
on n'en a pas besoin, c'est la nucléaire faible. Mes élèves aimaient bien quand je leur parlais de la nucléaire faible, parce que vous savez, je ne peux pas vous en dire grand-chose. Donc ça s'arrêtait là. Alors, un peu de physique nucléaire toujours, relation d'Einstein, parce qu'on va en avoir besoin. En physique nucléaire, c'est bien parce qu'il n'y a que ça à savoir. Et c'est une relation que tout le monde connaît. Hein. Vous interrogez les gens dans la rue, ils ne savent pas ce que c'est que E, ils ne savent pas ce que c'est que M, ils ne savent pas ce que c'est que C2, mais ils savent que E, c'est MC2. Bon. Donc, et nous, on a que ça à savoir. Avec ça, on est heureux aussi, on explique à peu près tout. Et c'est ce qu'on appelle l'équivalence masse-énergie, donc Einstein 1905. Alors, que je vous explique un petit peu, puisque ce qu'on va fabriquer, en fait, de la nature, là, après ce Big Bang, on va fabriquer les noyaux. Comment ça marche? Alors, je ne vais pas insister sur trop la théorie, mais vous voyez que si je prends un noyau qui a un certain nombre de protons et de neutrons, et si je demande à quelqu'un de me calculer la masse du noyau, qu'est-ce qu'il va faire tout légitimement? Eh bien, il va dire, puisque je connais la masse d'un noyau et d'un proton et la masse d'un neutron, si j'en ai Z et N, ben je fais Z fois la masse de l'un, N fois la masse de l'autre, et puis j'ai la masse. Eh bien non, on a toujours faux. Systématiquement, il n'y a pas d'exception. La masse est toujours inférieure à ça, tout simplement parce qu'au moment où on forme ce noyau, j'ai de l'énergie qui se dégage, ce qui est lié à ce qu'on appelle donc ce défaut de masse. E égale MC2, delta E égale delta MC2. Vous voyez la seule formule dont on a besoin. Que le noyau soit stable ou instable, qu'il soit stable ou radioactif, qu'il soit très peu instable ou très très instable, il n'y a pas d'exception, la masse est toujours inférieure. Alors ça me permet de comprendre, vous voyez, j'ai mes nucléons à l'infini, qu'est-ce que je vais faire? Je vais les rassembler, alors vous avez compris qu'il faut des températures fantastiques, et je forme le noyau. Et au moment où je fais ça, voilà, j'ai de l'énergie qui se dégage. Et alors je la compte moi négativement.